Bonjour Roland Warthog, bonjour Vanessa. Bonjour. Bienvenue au Salon du Livre. Merci. Qui est Roland? Qui est Warthog? Vanessa? Je sais qui tu es. Je suis Roland Warthog. Alors, qui est Roland? Qui est Warthog? Alors, en termes de Roland Warthog, on est tous les deux Roland Warthog, d'une manière un peu étrange, puisque disons que Roland Warthog c'est l'entité derrière nous deux en quelque sorte, puisque c'est seulement ensemble qu'on a eu l'idée de faire l'univers qui est derrière notre livre de fantasy. Et c'est seulement ensemble qu'on s'est motivé pour l'écrire. Voilà, dans le premier tome de la trilogie, l'Offrande secrète. Et donc ça a été une réflexion commune en fait qui nous a pris un certain temps, qui s'est vraiment fait de manière concertée, puisqu'on avait plusieurs fois discuté de la chose donc dans des réunions successives. On disait bon allez, si on écrivait sérieusement un livre, on avait déjà fait des livres avant, un peu par boutade, en faisant des cadavreski comme on dit, l'un qui écrit un chapitre, l'autre qui improvise pour enchaîner ensuite. Donc sur l'Offrande secrète, la volonté était vraiment de faire quelque chose de concerté. Donc à partir de là, c'était plus Romain Aspe et Nicolas Delon qui écrivent séparément des morceaux qu'ils essaient de coller ensuite. C'était une intrigue qu'on avait vraiment réfléchi ensemble. Donc c'était ni moi l'auteur, ni Nicolas l'auteur, c'était Roland Warthog. Un nom qu'on a inventé de toutes pièces pour qu'il n'y ait pas de jaloux finalement en termes de qui serait le premier cité sur ce livre. Ça serait juste le véritable auteur qui est un peu lui, un peu moi. Et les deux à la fois. Et par rapport à votre collaboration, à tous les deux, comment ça se passe? C'est-à-dire que des fois tu es satisfait, tu n'es pas satisfait du travail de Nicolas, des fois c'est Nicolas qui n'est pas satisfait de ton travail. Il est arrivé qu'on se prenne la tête sur des détails particuliers de l'intrigue sur lesquels on n'était pas d'accord. Et dont le lecteur se fiche. Oui, en effet. Ça des points de détail. Des points de détail. On se prend la tête sur un truc, le lecteur en a rien à souvent, faire. c'était sur un comportement de personnage où on n'allait pas être d'accord, en disant non, il ferait jamais ça, et puis après, effectivement, ça devenait très subjectif parce que ça montrait que même si on avait conçu le truc ensemble, il arrivait qu'on n'ait pas la même vision de tel ou tel personnage ou tel aspect de l'univers, et que du coup, on puisse effectivement chercher un compromis pendant un petit moment. Donc, on tirait chacun de notre côté jusqu'à ce qu'on arrête de tirer et que le truc nous convienne à peu près. En général, celui qui avait créé le personnage était quand même toujours un peu prioritaire pour les dessus. Personnages, ça pouvait au moins se régler comme ça avec un. Mais oui, on a eu des gagnant. grosses prises de tête sur certains. Après, quand c'est plus concept l'univers, il est plus difficile de trancher le truc. Et aujourd'hui, lorsque vous écrivez tout seul, et lorsque vous avez un doute sur ce que vous écrivez, vous pensez l'un à l'autre Bien à sûr. ce moment-là? Nous sommes nos premiers lecteurs. Oui, c'est très pratique. Dès qu'on a fini un chapitre, on peut l'envoyer à l'autre. On travaille tout seul comme on travaillait à deux presque. C'est-à-dire on écrit, on envoie le chapitre et on regarde les remarques de l'autre. Sauf qu'en retour, c'est pas l'autre qui nous renvoie un chapitre. Ça va que dans un sens, mais dès qu'on a fini, on l'envoie, on lui dit est-ce que je continue comme ça, est-ce que ça vaut le coup. Ouais, on se sent moins seul. Oui, c'est agréable. C'est une dynamique qui fonctionne effectivement, qu'on soit en train de concevoir le truc ensemble, ou que ce soit juste un des deux qui est conçu et l'autre qui corrige. De toute manière, on retrouve nos rôles respectifs assez facilement. On est plus libre quand même, je veux dire. Oui. On laisse passer des choses quand c'est le roman de Romain, je vais laisser passer des choses que j'aurais pas laissé pour l'Offrande secrète. Et là je vais lui dire non, ça, pour un roman commun j'aurais dit non, mais là c'est son truc, ok. Un peu comme Inès en tant que correctrice laisse passer des choses qu'elle n'aurait pas faites en tant qu'auteur. Lequel d'entre vous veut bien me raconter un petit peu le début de l'Offrande secrète? Alors, l'Offrande secrète, on a souvent coutume de le présenter avant tout par le cadre en fait, l'univers, qui est ce qu'on a dégagé en premier lorsqu'on a discuté ensemble, en tant que Roland Warthog, donc en mettant vraiment en commun nos envies. Et donc ce qui s'est dégagé, c'est qu'on avait envie d'un univers de fantasy qui est tous les codes de la high fantasy classique, à savoir donc le voyage du groupe de héros disparates, la grande quête pour sauver le monde, mais en changeant en fait à la fois les enjeux et le décor, tout en renouvelant en fait les anciens décors. Donc c'était un espèce de paradoxe qu'on essayait d'obtenir, et on y est arrivé à partir du moment où on s'est dit faisons un livre tourné sur la religion avant tout, puisque la religion ne paraissait pas être vraiment ce qui était le plus mis en avant dans la fantasy. Et donc on s'est dit bon alors que donnerait une civilisation dans un univers fantastique où les dieux seraient essentiels, où on verrait leur pouvoir à l'œuvre en permanence. Donc à partir de là on se demande comment est-ce qu'on peut voir le pouvoir des dieux à l'œuvre, et on se dit à ce moment-là c'est les paysages qui vont changer. Les dieux, s'ils sont multiples, ils peuvent avoir une idée différente sur la création et donc se disputer en fait sur la manière de gérer leur création, de sorte que les paysages eux-mêmes vont être en permanence renouvelés et qu'ils vont être donc mortellement dangereux pour quiconque s'y risque.
L'idée étant que les hommes peuvent survivre dans ces paysages en mouvement perpétuel parce que aux endroits où ils créent des temples, aux endroits où ils rendent un culte aux dieux, la terre reste stable. On se retrouve avec des pôles de stabilité autour des temples qui deviennent finalement les îles. Et pour relier ces pôles de stabilité entre eux, on va faire des routes de pèlerinage. Et à partir de là, on a tout un univers qui est donc plus ou moins stabilisé au milieu d'un chaos constant, qui est donc ce qu'on appelle les terres éphémères, ce sont les terres que les hommes donc, laissent aux dieux, qui est la grande majorité de la surface de la planète en fait, pour reprendre le... C'est un pèlerinage qui n'est pas sans me rappeler la planète géante de Jacques Vance. C'est possible, ça doit être un de ces noms qu'on nous sort de temps en temps quand on arrive devant le stand et qu'on nous dit ça me fait penser à un livre de science-fiction. Et j'avoue qu'à partir du moment où on me dit que c'est un livre de science-fiction, je décroche parce que je ne le connais pas et que je ne sais pas d'où ça sort. Mais oui, il y a une histoire de terre éphémère, c'est ça? C'est ça le lien, oui, c'est les paysages en mouvement. En Après, effectivement, j'ai vu des trucs qui pouvaient évoquer ça. Mais j'avoue que pour moi, ce qui était important et ce dont on a beaucoup discuté, c'était le côté Quels sont phénomène les fantastique, auteurs qui vous ont le plus marqué dans votre imaginaire? Et Nico, c'est quoi tes auteurs? Alors, en termes de fantastique d'abord, parce que oui, je pense qu'on était plus des lecteurs de fantastique, Stephen King, Lovecraft. Ensuite, pour ce qui est fantasy, puisqu'on en écrit quand même, c'était Tolkien, qui reste quand même le maître. C'est difficile de contourner, oui. Et Zelazny, qui était... Oui, avec la saga d'Ambre, peut-être. Voilà, la saga d'Ambre, effectivement. Qui n'est pas loin de aussi, l'Offrande secrète, effectivement, relève un côté Ambre. On l'a découvert pendant l'écriture de Lord Billiat, en fait, la saga des Princes d'Ambre, et ça a été une influence positive sur à quel point on devait développer les terres éphémères pour qu'elles soient satisfaisantes sur le plan de la richesse, du spectacle, de tout ce qu'on peut mettre en fait dans des mondes en mouvement perpétuel. Zelazny faisait ça vraiment très bien dans les Princes d'Ambre quand ces personnages voyagent dans les ombres, donc traversent différentes couches de réalité. Et donc on a l'impression que les paysages se transforment en un autre paysage. C'est tout à fait le rendu qu'on voulait avoir, parce que nous, c'est le même paysage qui se transforme tout seul, on ne passe pas d'un monde à l'autre. Mais le rendu était très bon, et on s'en est vraiment inspiré pour réécrire ensuite la deuxième version de l'Offrande secrète. Vanessa, Oui. c'est toi qui as corrigé le livre? Alors moi j'ai corrigé le deuxième et le troisième tome, je suis arrivée après. Et c'est vrai que ma première réaction quand la directrice m'a demandé de corriger, j'étais là, oh non mon dieu c'est de la fantaisie, ouh là là. Je suis pas du tout une amatrice de fantaisie, je craignais vraiment, je me disais oh là là ça va être embêtant. Et elle m'avait donné le tome 1 pour que je puisse lire et j'ai vraiment eu le coup de cœur. J'ai vraiment adoré, j'ai été complètement happée par l'univers que je trouvais absolument génial. Et c'est vrai que j'ai eu énormément de plaisir à corriger les deux suivants. Est-ce que c'est facile de corriger deux cerveaux à la fois? Est-ce que ça serait plus simple un seul? Je pense pas. Enfin, je sais pas qui refaisait toujours les mêmes choses sans arrêt. Romain. C'est vrai. Voilà, non, j'avais pas l'impression en fait. Non, c'était pas du tout plus difficile en fait. Pour moi, c'était vraiment un tout. J'avais pas l'impression qu'il y avait une coupure entre là, ce chapitre a été écrit par un des deux, comme ça. C'était vraiment très très bien agencé. Pour moi, on aurait pu. Enfin, j'avais pas l'impression de corriger deux auteurs, j'avais l'impression de corriger un auteur. C'est un livre que tu aurais aimé écrire? Moi, j'écris. Je ne suis à la base pas fan de fantasy, j'écris de la science-fiction, de la littérature générale, mais si j'avais dû écrire un roman de fantasy, effectivement, j'aurais bien aimé écrire quelque chose comme ça, parce que pour moi, ça a été un coup de cœur, comme je l'ai dit, et je trouve que ça change de la fantasy parle d'ordinaire, enfin surtout les gens qui connaissent peu la fantasy connaissent un certain type de fantasy. Moi par exemple, qui connais peu la fantasy parce que je ne m'intéresse pas trop, je connaissais la fantasy avec les orques, les elfes, tout ça, c'était quelque chose qui me plaisait pas du tout. Et là j'ai découvert vraiment un univers incroyable, très riche. Et justement, moi j'ai eu le coup de cœur pour ces terres éphémères parce que je trouvais le concept juste absolument génial. Aujourd'hui, si c'était à refaire, vous referiez un livre à 4, 6 mains ou à 2 mains? À 6 mains, je sais pas. À 4 mains, non seulement on le referait, je pense, mais c'est pas exclu qu'on le fasse à l'avenir pour d'autres tomes peut-être dans le même monde, La fortune de Lord Billiat, ou d'autres romans, puisqu'on a quand même encore, on a chacun nos projets, et puis on a quelques projets communs qu'on a vraiment envie de faire. C'est les projets de Roland Bartok. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, lisez le livre. Il est excellent. Enfin, il faut le lire. Il faut l'acheter, il faut le lire, il faut lire les suites.